L'histoire d'aujourd'hui parle d'une romancière qui utilisait sa propre vie comme source d'inspiration pour ses livres. Mais comme elle allait le découvrir, il vaut mieux que certaines histoires ne soient jamais racontées. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes fan de l'étrange, du sombre et du mystérieux raconté sous forme d'histoire, vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que je fais ici. 1 à 2 fois par semaine. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune des vidéos. Très bien, commençons cette histoire. La nuit du 1er juin 2018, Nancy Crompton Brophy est assise dans son lit, son ordinateur portable posé sur les genoux. Elle a 68 ans. La maison est calme. Son mari n'est pas encore rentré et Nancy essaie d'écrire. Nancy était auteure de romans d'amour. Elle avait terminé 11 livres. Et l'écriture était depuis toujours au centre de sa vie. Mais malgré tout ça, elle n'avait jamais vraiment percé. Aucun éditeur n'avait accepté de publier ses manuscrits. Ces 11 romans étaient auto-publiés, disponibles gratuitement en ligne. Personne ne les lisait vraiment. Pour continuer à écrire, Nancy devait travailler. Par le passé, elle avait dirigé une entreprise de traiteur. Maintenant, elle travaillait pour une entreprise spécialisée dans le médical. Ce n'était pas la vie dont elle rêvait, mais ça ne la décourageait pas. Elle était convaincue que le prochain livre serait le bon. Celui qui ferait d'elle une auteure de best-seller. Celui qui changerait tout. Pourtant, ce soir-là, Nancy n'arrive pas à écrire. Elle fixe son écran. Les mots ne viennent pas. Elle s'appuie contre son oreiller et laisse son esprit vagabonder, cherchant quelque chose. Une émotion, un souvenir, n'importe quoi qui pourrait nourrir son inspiration. Les épopées romantiques qu'elle écrivait étaient excessives, habitées, et Nancy y puisait dans sa propre vie. La plupart de ses romans mettaient en scène des femmes puissantes, libres, qui assumaient leur choix jusqu'au bout. Des femmes qui ressemblaient à ce qu'elles voulaient être. Et tous ces livres avaient une fin heureuse. Ce n'était pas un hasard. Nancy s'y connaissait en fin heureuse. Elle en vivait une, elle et son mari, Dan Brophy. Ils étaient mariés depuis près de 25 ans. Ils avaient tous deux été mariés auparavant. Dan avait un fils et une petite fille de son premier mariage. Le fait qu'ils se soient trouvés après avoir déjà vécu des vies entières, ça ressemblait exactement aux histoires qu'elle écrivait. Cette idée de destin, comme si quelque chose les avait guidés l'un vers l'autre. Ils s'appelaient même tous les deux des âmes sœurs. Ils se disputaient bien sûr, mais ils se connaissaient si bien que Nancy avait parfois l'impression qu'ils pouvaient presque lire dans les pensées l'un de l'autre. Et l'une des raisons pour lesquelles leur couple fonctionnait, c'est qu'ils se laissaient beaucoup d'espace. Chacun avait sa liberté, et la liberté pour Nancy, c'était sacré. Pour elle, cette liberté signifiait s'enfermer chaque soir dans leur petite chambre sous les combles pour écrire pendant des heures. Pour Dan, ça signifiait travailler de longues heures dans une carrière qu'il aimait. Chef cuisinier et enseignant à l'Institut culinaire de l'Oregon. Quand il n'était pas en cuisine, il était dans le jardin à s'occuper de ses poules, ou dans les bois de l'Oregon à cueillir des champignons. Dan était obsédé par la nourriture, comme Nancy était obsédée par l'écriture. Mais ce soir-là, malgré tout ça, Nancy n'arrive pas à écrire. Et alors qu'elle lutte contre la page blanche, son esprit glisse vers des pensées beaucoup plus sombres. Elle pense à l'argent. Ni Nancy ni Dan n'avaient jamais eu des salaires élevés. Leurs finances avaient toujours été serrées. C'était leur quotidien, et ils s'y étaient habitués. Mais 2 ans auparavant, une dette de carte de crédit avait commencé à peser sur leur budget. Et cette dette avait tout déséquilibré. À un moment, ils n'avaient même plus été capables de rembourser le crédit de leur maison. Les choses s'étaient depuis un peu arrangées. Ils avaient prélevé une somme importante sur le compte de retraite de Dan pour rembourser une partie de la dette. Ils avaient aussi décidé de vendre la maison pour en prendre une plus petite. Ce projet excitait Nancy. Il y aurait des charges moins lourdes, elle pourrait peut-être enfin quitter son emploi et se consacrer uniquement à l'écriture. Mais ce soir, Dan n'était pas là. Il avait récemment pris un 2e emploi de cuisinier dans un centre d'hébergement pour une amie à eux nommée Tania Medlin. Ce n'était pas son travail de rêve, mais la dette était là. Cette dette commençait à empoisonner toute leur vie. Il fallait bien y faire quelque chose. Puis la porte d'entrée s'ouvre. Nancy ferme son ordinateur d'un geste brusque et descend. Dan est en train de retirer ses bottes dans l'entrée. Elle l'embrasse rapidement, lui demande comment s'est passée sa journée. Il grogne un « bien » et disparaît dans la cuisine. Dan avait toujours été quelqu'un de brusque, direct,
maladroit, socialement peu bavard. Mais Nancy le connaissait. Son langage de l'amour à lui, c'était la nourriture. Il lui préparait des repas élaborés pour lui montrer qu'il tenait à elle. Pas de grands discours, des petits plats, et elle le savait. Elle savait aussi que les autres ne le comprenaient pas. Dans la dernière école où il avait enseigné, il avait été licencié à cause de son caractère. À l'Institut culinaire, un groupe d'étudiants s'était plaint qu'il était trop exigeant. Nancy s'en inquiétait. Pas pour Dan en tant que tel, elle le comprenait. Mais s'il perdait cet emploi, il serait dans une situation catastrophique. Et au fond d'elle, il y avait autre chose. Une peur plus vieille, plus enfouie. La peur que Dan finisse par contrarier la mauvaise personne. Il semblait mettre les gens en colère partout où il allait. Un étudiant pourrait craquer un jour. Elle se disait « J'espère qu'il ne va pas mettre sa propre sécurité en péril ». Nancy rejoint Dan dans la cuisine. Elle essaie de détendre l'atmosphère. Mais l'attitude de Dan est vraiment mauvaise ce soir-là. Là, elle essaie d'être compréhensive. Elle sait que son deuxième emploi lui pèse. Mais à mesure que les minutes passent, elle commence à se sentir blessée. Elle est dans le même bateau que lui après tout. Finalement, Dan prépare un encas. Et il en met aussi dans une assiette pour Nancy, qu'il lui tend en silence. Nancy sourit malgré elle. Le vieux Dan est de retour. Ils s'assoient ensemble, mangent, discutent un peu, puis Dan dit « Je suis fatigué, je vais me coucher ». Le lendemain matin, le 2 juin, il est presque 5 heures du matin. Nancy est réveillée par le bruit de Dan dans la salle de bain. Elle aimait faire la grasse matinée, surtout quand elle le pouvait. Aujourd'hui, elle le pouvait, mais Dan, lui, avait beaucoup à faire. Préparer sa salle de classe, enseigner toute la journée, nourrir les poules avant de partir. Nancy essaie de se rendormir, mais Dan est trop bruyant et son esprit repart dans les mêmes boucles. Le livre qu'elle n'arrive pas à finir, ce blocage qu'elle n'avait jamais vraiment connu avec ses romans précédents. Elle se lève, elle a besoin de conduire. C'était le réflexe de Nancy. À chaque fois qu'elle avait besoin de dénouer une intrigue, elle sautait dans sa voiture et laissait ses pensées vagabonder. Ce matin, elle sait exactement où elle veut aller, ce beau quartier de Portland, avec ses rails de tramway et ses routes bordées d'arbres, près de Washington Park. Elle dit au revoir à Dan, monte dans sa voiture et s'en va. Moins de 20 minutes plus tard, Nancy roule dans Portland. Le quartier est magnifique à cette heure-là. Les feuillages, les grandes maisons, la lumière du matin. Elle conduit lentement, regarde par la fenêtre. Puis elle ressent un pincement. L'école de Dan est quelque part dans ce secteur. Il traverse cet endroit chaque matin. J'aimerais pouvoir faire ça, se dit-elle. Mais en continuant à rouler, elle tombe sur d'autres parties de la ville. Des tentes alignées sur les trottoirs, des sans-abri qui dorment encore. La crise du logement à Portland avait explosé ces dernières années et ça avait beaucoup perturbé Dan. Sa réponse à lui avait été de lancer un programme d'entraide. Il récupérait le surplus de nourriture de son école pour le donner à une église locale. Nancy trouvait ça bien, mais ça l'inquiétait aussi. Elle ne voulait pas qu'il s'implique dans cette partie de la ville. Elle le voulait à la maison, en sécurité. Elle avait une angoisse sourde qu'il lui arrive quelque chose, et ça ne la quittait pas. Et puis d'un coup, tout s'arrête. Nancy a une révélation, un moment de clarté absolue sur la façon d'écrire son livre. Tous les éléments s'assemblent en une seconde, et là, elle fait demi-tour. Quand elle rentre, Dan est déjà parti. Elle monte dans sa chambre et écrit sans s'arrêter pendant 2 heures. Puis vers 10 heures, son téléphone sonne. C'est une collègue de Dan à l'institut. Sa voix est paniquée. Elle dit que Dan n'est pas à l'école, qu'elle a entendu parler d'une fusillade sur le campus ce matin, qu'elle a essayé de l'appeler mais qu'il ne répond pas. Nancy sent quelque chose se bloquer dans sa poitrine, mais elle prend une grande inspiration. Elle dit d'une voix qu'elle essaie de garder calme. Dan est probablement en plein cours, c'est pour ça qu'il ne répond pas. Il va très bien. Dès que Nancy raccroche, elle jette son ordinateur, descend en courant, allume la télévision. Elle appelle Dan en même temps. Ça sonne, messagerie. Elle rappelle, messagerie. Elle envoie un SMS, rien. Les informations parlent en boucle de l'intervention des policiers, des images d'hélicoptères. L'Institut culinaire de l'Oregon est entouré de voitures de police et d'équipes de journalistes. Il s'est passé quelque chose. Mais personne ne dit rien. Personne ne donne de nom. Nancy attrape ses clés et fonce vers l'école. Elle traverse le même quartier que ce matin. Les mêmes arbres, le même tramway, mais cette fois elle ne voit rien. Elle appelle Dan, elle zappe sur les radios, rien de nouveau. Quand elle arrive enfin sur place, c'est le chaos.
Des officiers de police partout, du ruban de scène de crime, des journalistes. Elle reconnaît dans la foule des collègues de Dan. Elle monte quelques marches pour les rejoindre. Ils la voient arriver et ils se détournent tous, comme s'ils ne pouvaient pas la regarder dans les yeux. Nancy change de direction. Elle s'approche de l'officier de police le plus proche. « Je m'appelle Nancy Crompton Brophy. Dan Brophy est mon mari, il travaille ici, je n'arrive pas à le joindre. Est-ce qu'il va bien ?» L'officier lui demande d'attendre. Il revient avec 2 hommes en costume sombre, inspecteurs de la brigade criminelle. Ils lui disent que Dan Brophy est l'homme qui a été abattu sur le campus ce matin, et qu'il est mort. Les jours qui suivent sont comme un grand brouillard épais pour Nancy. Elle pleure, elle fait son deuil. Elle passe ses journées à appeler les amis, la famille, les collègues de Dan pour annoncer la nouvelle. Ce que les enquêteurs ont établi à ce stade est maigre. Dan a été retrouvé mort dans sa salle de classe par ses élèves, tué de 2 balles. L'école n'était pas équipée de caméras de sécurité, pas d'images, pas de témoins, pas de pistes sérieuses. Nancy, elle, avait sa propre théorie. Un étudiant qui craque, ou quelqu'un de la partie malfamée de la ville, un sans-abri, la drogue, la criminalité en hausse à Portland. Dan s'y était trop impliqué. Il avait côtoyé les mauvaises personnes et elle l'avait tué pour ça. Elle n'avait aucun moyen de le prouver, mais c'était ce qu'elle pensait. Pendant ce temps, sa vie s'effondre. Elle n'arrive plus à se concentrer sur rien. Elle arrête d'écrire, elle quitte son emploi. Elle décide de vendre la maison. Mais en cherchant les documents, elle découvre que son nom ne figure pas sur l'acte de propriété. Elle ne peut pas la vendre et elle n'a plus les moyens de rembourser le crédit. Criblée de dettes, sans emploi, sans maison, son mari mort et une enquête de police au point mort. Puis arrive le 5 septembre 2018, 3 mois après le meurtre de Dan. Nancy rentre chez elle après quelques courses. Elle se gare dans l'allée. En sortant de sa voiture, elle entend un autre véhicule se garer derrière elle. Elle se retourne, c'est une voiture de police. 2 inspecteurs s'approchent. Elle les regarde avec espoir. Une avancée peut-être. Elle attend. Ils lui disent qu'il y a eu une énorme avancée dans l'enquête, qu'ils ont trouvé quelque chose sur Internet. Quelque chose qui désigne le tueur de Dan avec précision. Il s'avère que le tueur avait confessé son crime sur Internet plus de 10 ans avant qu'il ne se produise. Il avait écrit que pour commettre un meurtre, il fallait être organisé, impitoyable et très rusé. Que tout le monde en était capable, si on le poussait assez loin. Et cette confession avait été publiée sur un blog de romancier, sous le titre « Comment tuer son mari ». Le tueur de Dan, c'était sa propre femme, c'était Nancy. Après avoir écrit cet article, Nancy avait passé les 10 années suivantes à écrire des thrillers romantiques sur des femmes puissantes qui tombaient amoureuses, puis éliminaient les obstacles sur leur chemin. Pour être précis, Nancy aimait Dan. Elle pensait sincèrement qu'ils avaient une belle vie ensemble, mais elle aimait l'écriture encore plus. Et Dan représentait un obstacle entre elle et la vie qu'elle voulait vraiment, celle d'une écrivaine à plein temps. Pour ça, il lui fallait de l'argent. Et Dan avait des assurances vie. Ce matin-là, quand Nancy roulait dans Portland pour se vider l'esprit, elle cherchait vraiment une solution à ses problèmes. Et la solution qu'elle a trouvée, c'était d'aller abattre son mari dans sa salle de classe. Et parce qu'elle avait écrit pendant des années sur la façon de tuer un mari, Nancy est devenue la suspecte principale. La police l'a confrontée à ses propres écrits. Son histoire s'est effondrée. Elle a été reconnue coupable du meurtre de Dan Brophy. Nancy Crompton Brophy a été condamnée à la prison à vie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'était SH. À la prochaine. Bye bye.